Et on s'intéresse ce soir à la résistance des journalistes russes. Le prix Nobel de la paix, Dmitri Muratov, a décidé de donner sa médaille aux réfugiés ukrainiens et aux blessés de guerre. Zana Agalakova, de son côté, a démissionné de la télévision publique russe. Vous entendrez son témoignage. Elle a tenu une conférence de presse ce matin au siège de Reporters sans frontières à Paris. Christophe Deloire est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de RSF. En direct de Moscou, notre correspondant Julien Colling. Comme nos téléspectateurs sont habitués désormais, je le précise, vous ne pouvez pas prononcer les mots de guerre et d'invasion sous peine de poursuite et d'emprisonnement. Alors, Julien, vous avez rencontré Dmitri Muratov, dont je parlais à l'instant, et pour cause, avant-hier sur TV5 Monde, on a pu voir votre reportage sur son journal, dont il est le rédacteur en chef, Novaya Gazeta. Est-ce qu'on parle de son geste qu'on a appris aujourd'hui, de vouloir, pour être précis, vendre cette médaille et que les fonds aillent aux réfugiés et aux blessés de guerre? Est-ce qu'on en parle de ça à Moscou? On en parle, mais c'est toujours pareil, on en parle surtout sur les canaux Telegram ou sur les sites web de médias indépendants. C'est toujours pareil, c'est un peu cette bulle, si vous voulez, d'informations encore libres et indépendantes faites par des journalistes russes, mais qui malheureusement se rétrécit à vue d'œil, sachant que tous les sites désormais sont bloqués officiellement en Russie, qu'il faut utiliser un VPN pour y accéder, et que donc la plupart des Russes qui sont un petit peu plus connectés ou qui ont envie d'avoir une information différente sur ce qui se passe réellement en Ukraine ont accès sur les canaux Telegram, mais ce n'est pas la majorité des Russes, il faut le préciser une fois de plus. Et donc, bien sûr, ce geste a été reconnu, mais c'est plutôt à portée symbolique, si vous voulez. C'est pas sûr que ça change grand-chose pour le paysage des médias en Russie pour l'instant. Symbolique, dit Julien. Christophe Deloire, quel est le mot qui vous vient à l'esprit en voyant cette initiative de Dmitri Muratov? Digne de lui, courageux. Il est prix Nobel de la paix, ça n'est pas pour rien. Novaya Gazeta, c'est un journal martyr dont de nombreux journalistes ont été assassinés. C'est le journal d'Anna Politkovskaya. Et là, il tente de résister. Pour combien de temps malheureusement, ouais, c'est la question, difficile de le dire. J'allais presque vous dire, c'est presque même étonnant que Vladimir Poutine n'envoie pas ses policiers dans les locaux de Novaya Gazeta. Pourquoi? Parce que c'est un journal tellement symbolique que pour lui, c'est quelque chose à ne pas Je serais bien en peine de vous prédire ce qui va se passer. Qui aurait imaginé qu'il y aurait une telle fermeture aussi abrupte, avec des fermetures notamment de médias comme la radio Écho de Moscou, la télévision Dozhd, qui aurait imaginé qu'il y aurait une telle vague d'immigration, même si avant même l'attaque en Russie, des journalistes disaient on a besoin de partir, il faut fuir, la situation est en train de se tendre. Mais Poutine va tellement loin dans la répression que pour les jours prochains, on ne sait pas. Et quant à interpréter les raisons ou la manière de penser de Poutine, il faudrait pour cela des journalistes qui puissent enquêter sur les Kremlins. Et malheureusement, c'est devenu dangereux. Julien Colling, justement, avec Christophe Deloire, on se demandait tout à l'heure s'il restait encore, la question peut surprendre, mais encore des correspondants de la presse européenne, notamment chez vous à Moscou. Oui, dans l'ensemble, la majorité des gens sont restés pour l'instant, continuent à travailler avec le cadre que vous avez donné au départ. On fait plus attention désormais à ce qu'on écrit, les termes employés, bien sûr, pour un peu se conformer à cette nouvelle loi, notamment qui est apparue donc, le 4 mars et qui est censée donc criminaliser, entre guillemets, le fait de raconter réellement et d'essayer de raconter ce qui se passe réellement en Ukraine, notamment Novaya Gazeta dont vous parlez. En fait, eux-mêmes se conforment également à ça désormais en imprimant par exemple des pages blanches à la place de ce qui devrait être des infos sur le déroulement des opérations en Ukraine et voilà, peut-être aussi les pertes russes. Et donc par rapport aux correspondants étrangers, nous, on se sent tout de même encore un peu plus protégés, entre guillemets, pour l'instant, par rapport aux journalistes russes qui, eux, risquent énormément de continuer. Ceux qui sont restés en Russie, ils ne sont pas très nombreux, mais risquent vraiment beaucoup ici de plus en plus. Il y a vraiment une chape de plomb qui s'abat sur les médias russes. Et pour l'instant, nous, voilà, on continue à travailler. Il n'y a pas encore eu, chez les Français, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de réels problèmes pour l'instant, on va dire. Il n'y a pas de descente de police chez les gens ou d'amende ou de condamnation. Mais il faut tout de même souligner que chez la presse anglo-saxonne, c'est un peu plus grave dans la mesure où, clairement, pour le ministère russe des Affaires étrangères et pour le centre de presse, c'est eux qui ont la plus grosse diffusion dans le monde, c'est eux qui comptent en réalité par leur voix et par ce qu'ils proposent et par ce qu'ils reportent depuis la Russie. Et donc on voit que la BBC notamment, qui a une force de frappe extrêmement importante, a été beaucoup plus embêtée que nous. Il y a une correspondante très connue ici, Sarah Rainsford, qui a été vraiment dégagée de Russie, Manu Militari en septembre dernier, qui a été interdite de territoire à vie par le FSB. Et également, on peut dire que le New York Times a également subi beaucoup plus de pression, par exemple, et ils ont décidé de délocaliser,
de retirer leur bureau de Russie pour l'instant. Restez avec nous, Julien. On vous retrouve tout à l'heure. On va maintenant, Christophe Deloire, s'intéresser à cette femme, journaliste russe, Zana Akalakova, à qui vous avez tenu à donner la parole. C'est le cas aussi chez nous à TV5 Monde. Elle a démissionné de Channel One, télé publique, sur laquelle une employée a brandi la fameuse pancarte dénonçant la guerre. Florent Krebseg et Guillaume Gouet ont rencontré Zana Akalakova. Regardez. Bien avant l'offensive russe en Ukraine, lorsqu'arrivait l'heure du journal sur une chaîne officielle comme Channel One Russia, il ne fallait pas attendre longtemps avant d'apercevoir ce visage. Cette chaîne de télévision depuis des années relaie la propagande du régime de Vladimir Poutine. Mais depuis les premières attaques, les images de ruines en Ukraine, des voix s'élèvent au sein de Channel One. Des employés comme Marina Ovsianikova scandent ou écrivent, en gros, leur opposition au mot interdit, la guerre. L'une de ses consoeurs au sein de Channel One a elle aussi annoncé qu'elle arrêtait de relayer la propagande du Kremlin. Yana Akalakova. Elle a été la présentatrice du journal de la chaîne, puis la correspondante à New York et à Paris, où elle demeure. Ce visage connu de Channel One et de la Russie a démissionné. Dans les locaux de Reporters sans frontières, ce mardi matin, elle s'est exprimée pour la première fois. Pas de question pour moi de continuer. C'était pas de question pour moi d'appeler ce qui se passe l'opération pacifique, mais pas journalistique. Mon dernier jour était février le 17. Le 18, j'étais déjà là, au bureau. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup hésité. Je comprends le risque que je prends. Dans les médias, nous ne relayons aujourd'hui qu'un seul récit, qu'un seul point de vue, celui du Kremlin, et nous n'entendons qu'une seule personne, l'homme au pouvoir. De nombreux journalistes russes pensent comme moi, des rédacteurs, des producteurs, des employés des médias. Il est facile de leur dire « Pourquoi vous ne vous révoltez pas ?» Mais ces journalistes sur place, ils ont des familles, ils ont des parents qu'ils doivent soigner, des enfants qu'ils doivent élever, des appartements à payer. Ils sont otages de la situation. Merci à vous. Au revoir. Jana Akalakova poursuivra son métier de journaliste et continuera de parler librement de son pays. Elle quitte les locaux de Reporters sans frontières dans lesquels est affichée une immense carte du monde, où sont exposés les régimes qui s'en prennent à la liberté d'expression et plus particulièrement aux journalistes. En noir, de Cuba jusqu'à la Chine, les censures les plus dures. La Russie n'est pas encore en noir. Et Christophe Deloire, justement, la Russie bientôt en couleur noire, celle des pires régimes pour la presse. La prochaine édition du classement sera publiée tout début mai. Au classement 2021, la Russie était déjà 150e sur 180 pays. Et c'est vrai que là, la situation s'est aggravée, la répression et la censure se sont vraiment amplifiées au cours des dernières semaines. Est-ce que vous êtes inquiet globalement pour la situation des journalistes indépendants aussi en Russie, celles et ceux qui essaient de nous informer contre vents et marées aujourd'hui ? Bien entendu, eux sont, je le disais, beaucoup partis en exil. Il est important que les démocraties les protègent, leur accordent l'asile, puisque pour l'instant, la plupart d'entre eux sont partis avec des visas de tourisme vers Dubaï, vers la Turquie, vers des pays de l'Union européenne. Il est important qu'ils aient une forme de sécurité pour l'avenir. Macron s'était dit prêt à accueillir la femme à la pancarte que l'on voit là. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Productrice. Je l'ai eu quelques fois au téléphone. Oui. J'ai échangé pour la dernière fois hier soir avec elle. Elle a des craintes énormes, bien entendu. Elle est de la même chaîne, hein, c'est Perle Canal, et même c'est cette émission Vremia que présentait avant Jana Akalakova, celle qui aujourd'hui a basculé dans autre chose, puisqu'elle a tenu un discours de vérité, alors même que pendant des années, elle a travaillé pour ce média de propagande du Kremlin. Elle a raconté des choses extrêmement intéressantes. Comment, lorsqu'elle était correspondante aux États-Unis, on lui demandait, elle ne cherchait que les sujets négatifs. Par exemple, les enfants, les orphelins de Russes adoptés par des parents américains, frappés par ses parents américains. Elle n'allait chercher que cela. Négatif pour les Américains. Négatif pour les Américains, bien entendu. Et, elle a raconté comment, au moment du deuxième mandat de président de Poutine, à un moment, on leur a demandé de parler d'un haut fonctionnaire. Tous les jours, parler de ce haut fonctionnaire. Et ce haut fonctionnaire, plus tard, c'était Medvedev.
il est devenu président. Et donc elle a montré comment la construction de la réalité pouvait se faire en évoquant même parfois par la déformation de vérités factuelles, mais qui sont tellement montées en épingle. Elle a utilisé la métaphore de l'éléphant. Quand vous êtes aveugle et vous sentez seulement la trompe, vous ne voyez pas l'éléphant, vous pensez que c'est juste un petit truc mou. Et Zana, la consoeur Zana, en l'occurrence, Agalokava, vous la sentez dans quel état d'esprit? Est-ce qu'elle a peur? On voit qu'elle ne s'attarde pas trop sur les images. Elle est extrêmement inquiète. Pour elle, c'est un basculement de sa vie. Moi, j'ai pu le mesurer au cours de ces derniers jours, parce qu'elle est venue pour la première fois au bureau de Reporters sans frontières. On a envisagé cette conférence de presse vendredi dernier. Elle a beaucoup hésité, elle a changé d'avis plusieurs fois. Finalement, elle l'a fait, mais encore dans les instants qui précédaient cette conférence de presse, elle racontait qu'elle recevait des textos, des messages de gens qui lui disaient « mais tu es folle de faire ça, ne le fais pas ». Et donc, elle sent une pression sur ses épaules. Mais en même temps, il faut lui reconnaître cela, je crois, quoi qu'elle ait fait avant, et quoi qu'elle puisse se reprocher comme journaliste, aujourd'hui, elle a eu un moment de vérité qui est un moment de liberté aussi. Julian Colling, je reviens vers vous. Vous avez quitté la capitale russe pour aller voir prendre le pouls, si l'on peut dire, de la manière dont on parlait de ce conflit, outre bien entendu Telegram notamment que vous avez cité. Qu'en est-il justement de l'affaire de la pancarte ou encore aujourd'hui de cette journaliste qui a décidé de démissionner après l'invasion russe de l'Ukraine? Je suis pas sûr que les gens dans les régions russes et tous étaient au courant en fait de ce qui s'est passé récemment. Alors ceux qui regardaient peut-être le journal télévisé, effectivement, au moment où Maria Ovsiannikova a fait cette action, ils l'ont vu bien sûr, mais ce qui est important, c'est de comprendre la réception en fait de l'information par les gens, qui elle-même est désormais assez biaisée en fait. Et il y a beaucoup de gens qui réagissent en disant c'est juste quelqu'un qui veut se faire connaître ou qui veut passer à l'Ouest entre guillemets avec un statut maintenant de martyr, alors qu'elle a travaillé pendant des années pour le système. Et donc il y a un peu un cynisme comme ça qui est relativement généralisé également. Il faut comprendre que la société russe, malheureusement, est très très dépolitisée, se détourne beaucoup de l'actualité en fait par réflexe de protection et de défense également, assez compréhensible. C'est un peuple qui a eu beaucoup de crises dans son histoire et qui essaie un peu de se cacher comme ça et de ne pas forcément ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Et donc la télé d'État aussi sert à ça, un peu à leur dire que tout va bien et donc à les conforter dans leur biais déjà Julian, voilà. il y a un terme intéressant, vous avez dit passer à l'Ouest, Christophe Deloire, le mot de la fin sera pour vous. On a presque, et Julien a sans doute raison, mais d'assister à 20-30 ans en arrière à un retour de ce bras de fer, de ce rideau de fer. Il faut à tout prix l'éviter, mais en tout cas, la situation en Russie, le niveau de répression, de censure, dépasse ce qui existait à la fin de l'ère soviétique. Donc on est revenu très loin en arrière, et aujourd'hui avec des moyens de désinformation, des moyens de manipulation qui sont inédits dans l'histoire. Et cette guerre de l'information, qui a d'abord été menée, on devrait d'ailleurs dire guerre de la propagande. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ce mot de guerre de l'information, parce que c'est une guerre de la propagande, qui a d'abord visé le peuple russe et qui a aussi visé à fragiliser les démocraties. Et là-dessus, les démocraties ont besoin de se défendre. Elles ont besoin de systèmes de protection juridique et de tirer les conséquences de cette mondialisation de l'information qui est totalement dérégulée, qui aujourd'hui, d'une certaine manière, favorise les dictatures. Reporters sans frontières auprès des journalistes russes. Aujourd'hui, plus que jamais, regardez la une du dernier numéro, en tout cas annuel. Le voici, 100 photos pour la liberté de la presse. Alors ça, c'était le tout premier avec Patrick Chauvel. Et là, nous en publions un nouveau, mais il faisait la une du tout premier album, c'était il y a 25 ans. Il faut les avoir tous les deux, voilà, c'était l'ancienne. Merci, comme quoi c'est un clin d'œil. Merci à vous, Christophe Deloire. Merci Julien d'avoir été avec nous en direct de Moscou.